Je salue les quelques 500 participants de cette quatrième réunion de l'année du Cercle des managers de l'immobilier. C'est un score très élevé, rien d'étonnant. On va parler d'un sujet qui, dans l'ordre du marché de l'immobilier et des politiques publiques, est aujourd'hui essentiel. C'est la question de la santé du secteur de la promotion immobilière, de la construction de logements collectifs neufs. Derrière ce sujet, il n'y a pas seulement des considérations liées aux entreprises de promotion ou à leurs équipes, à leurs salariés. C'est un sujet, bien sûr, on l'abordera, mais il y a tout simplement la question des projets logement des ménages. On a un niveau d'activité historiquement bas, selon l'expression consacrée, mais c'est vrai que pour ceux, j'en fais partie, qui ont déjà une longue mémoire de la santé du secteur, on atteint un point d'étiage avec en gros 30-40% de baisse des ventes. Derrière, et tout ça est une chaîne des remises en chantier qui obère également l'avenir. On ne pouvait pas ne pas faire une priorité d'aborder cette question ce soir. On le fait, et je veux les en remercier, avec des experts à des titres divers, des acteurs essentiels de la chaîne. Je voudrais citer d'abord Sandra Marceau. Je crois qu'elle vient de nous rejoindre. Elle est députée de la Charente. Elle a une particularité aussi. Quelquefois, ceux qui s'intéressent au Parlement, au gouvernement, à un sujet donné, n'en sont pas à titre professionnel des spécialistes. S'agissant de Sandra, c'était avant qu'elle ne soit élue parlementaire, son métier. Elle est géographe, urbaniste, et la question de la construction, de l'aménagement est sa priorité. Bonsoir, Madame la députée. Bonsoir à tous et merci. Très cher Henri, de ton invitation. Merci mille fois. Alors, je précise tout de suite que tu auras une contrainte et on va la respecter. Tu parleras par priorité, ce qui était prévu. Il y avait une logique à cela. Vers 18h35, 40, tu nous quitteras et je le dis d'ores et déjà. Alors, à ta suite, je cite Catherine Sabat. D'abord, je suis heureux qu'on ait la parité dans ce débat et je le dis de manière très sérieuse, vous le savez. On ne l'atteint pas toujours. C'est le cas ce soir. Catherine Sabat est avec nous. Catherine, elle est encore dans les mémoires de la communauté immobilière pour avoir été une grande journaliste économique spécialisée sur les questions d'immobilier et de logement. Elle est aujourd'hui la déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement qu'elle a fondé il n'y a pas si longtemps. Et elle est, ça c'est la plus vive actualité, co-animatrice pour le Conseil national de la refondation logement du groupe de travail qui tente à vouloir réconcilier les Français avec la construction. J'ajoute une chose, on en est très flattés. Allez, je peux avouer que c'est une coïncidence. Je ne vais pas vous faire croire qu'on a choisi la journée pour ça, mais elle nous quittera également un peu avant les autres parce qu'elle va présenter tout simplement son dernier ouvrage chez son éditeur qui s'appelle « Pour en finir avec les fausses idées, les fausses idées sur le logement ». Voilà, donc c'est une grande journée pour Catherine et pour autant elle est avec nous. Comme Sandra, merci à toi Catherine d'être avec nous. Merci, bonsoir à tous et à toutes et merci beaucoup de cette invitation et de me donner l'occasion de parler du travail qu'on a accompli avec Michael Nogal dans un des groupes de travail du CNR. Tout à fait. Le CNR a été séparé en plusieurs groupes de travail, on y reviendra. Je n'ai pas cité ton camarade de jeu, c'est Michael Nogal, voilà, ancien député qu'on ne présente plus. À propos de présentation, je présente de manière assez succincte chacun de nos débatteurs. Je vous renvoie au site du Cercle des managers de l'immobilier. Il y a des biographies complètes. Vous saurez tout sur nos débatteurs, au-delà de ce que je peux vous dire. Avec nous, bien sûr, on va parler de promotion et on a deux grands promoteurs. Force leur modestie en le disant. C'est ainsi. Allez, par ordre alphabétique, Norbert Fanchon, j'espère qu'il nous a rejoint. Il n'était pas là il y a quelques minutes. Non, je suis arrivé. Merci pour le compliment. Bon, voilà. Il est le président du groupe Gambetta et
voilà, c'est un promoteur qui a une particularité, il nous dira deux mots sur l'organisation de sa société. En tout état de cause, il construit sur tout le territoire on le remercie de participer à ce débat. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà. On a choisi, vous savez, c'est un peu la marque de fabrique du cercle des femmes et des hommes qui ont une grande franchise. Et alors, le dernier, c'est pareil, et je le remercie d'être avec nous. Je dirais qu'il y a deux titres. Il est le président délégué de la Fédération des promoteurs immobiliers de France, Christian Terrassou, et il est lui-même, bien sûr, un grand promoteur, un professionnel reconnu. Il n'est pas non plus adepte de la langue de bois. Merci, Christian, d'être avec nous. Merci, Henri. Bon, alors, le président du cercle va nous dire un mot d'accueil, Benjamin Darmouni, et ensuite on entre dans le vif du sujet, on ne perdra pas de temps, notamment pour que ceux qui doivent nous quitter un peu avant prennent part à un véritable débat. Benjamin. Ah, Benjamin, on ne l'entend pas parce qu'il a... Il n'a pas son micro ouvert. Je pensais que c'était Milena qui me débloquait. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Henri. On remercie une nouvelle fois les intervenants pour s'être rendus disponibles dans cette période extrêmement chargée. Un mot sur la construction. Elle n'échappe pas non plus aux difficultés que connaissent l'immobilier d'une manière générale. On additionne beaucoup de difficultés, que ce soit les exigences environnementales, oui, il faut le faire, dans quelles conditions, c'est un autre sujet. On a clairement aujourd'hui, avec l'inflation, l'augmentation des coûts des matériaux. En même temps, on a une désolvabilisation des ménages. Enfin, tous ces ingrédients font qu'on a effectivement une chute des ventes et tout cela est extrêmement compliqué. L'idée, et c'est pour ça qu'on a hâte d'assister à la conférence de ce soir, c'est d'essayer d'évoquer les solutions. Le CNR en a certainement, mais est-ce qu'elles suffiront? Et c'est toutes les sujets qui se présentent à nous et la complexité des enjeux qui vont nous permettre de répondre ce soir aux interrogations. Merci à tous. Merci Benjamin. Madame la députée, chère Sandra, alors je disais qu'il était logique de te faire intervenir d'abord parce que on va être clair. J'avais encore des messages tout à l'heure en réaction à l'annonce du débat de ce soir. La question de la sensibilité de la classe politique, des décideurs politiques à la situation du logement, notamment à la situation de la construction collective neuve, c'est un segment, ce n'est pas le seul, mais on va focaliser sur celui-là ce soir. La question de ce degré de conscience, elle est posée. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le Parlement, est-ce que la majorité, qui en fait partie, ont cette conscience, la conscience de ce qui se passe? Alors, ça va plus loin. S'agissant de la construction neuve, est-ce que le gouvernement, il y a en toile de fond la loi climat-résilience aussi, veut toujours qu'on construise des logements collectifs neufs, en tout cas au même rythme? Est-ce que, sans le dire assez clairement, on veut l'inverse et on veut que la mobilisation du parc existant se substitue? Il y a eu des discours là-dessus, se substitue à la construction neuve et ça devrait suffire. Il y a même eu des statistiques sur les besoins en logement présentées par le Trésor en ouverture du CNR Logement qui tendaient à démontrer que finalement on pouvait s'accommoder d'un rythme bien moindre que le rythme actuel, qui est déjà réduit. Voilà, c'est toutes ces arrière-pensées que tu peux clarifier en nous rassurant, en nous inquiétant, peu importe, et puis il y a sans doute des sensibilités. Pas de doute sur la tienne, c'est pour ça que tu es avec nous, mais est-ce que tu peux nous décoder ce qu'il y a aujourd'hui dans les yeux, le regard des pouvoirs publics? Et on va commencer par le Parlement dont tu es membre, l'Assemblée nationale. On pourra parler aussi d'une proposition de loi qui est en navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour assouplir les contraintes du zéro artificialisation nette qui pèsent évidemment beaucoup sur la promotion.
Voilà, j'ai assez parlé, à toi. Et ensuite, je ferai réagir Christian très logiquement au nom de la FPI à ton propos. Combien de temps tu me donnes? Écoute, Non, je vais faire quelques minutes et puis… oui, première intervention. Non, mais sois Non, mais honnête. quelques minutes Voilà. pour vous faire réagir et je ne doute pas que je pourrai, sans aucune prétention, vous faire réagir. Parce que d'une part, il ne t'a pas échappé, il ne vous a pas échappé, je ne fais pas partie du gouvernement, moi, donc je n'ai pas toutes les infos. Il se trouve que ce soir, je vais dîner avec le ministre, justement, qui nous reçoit par petits groupes, ceux qui sont sensibilisés à cette question. Donc, j'ai évidemment accepté pour lui faire part à la fois de ma vision, mais j'ai envie de connaître un peu mieux la sienne aussi, je vous le dis avec la plus grande transparence. Il se trouve aussi, deuxième chose, que effectivement, tu l'as dit et je te remercie. Donc, je suis urbaniste de formation et j'ai un prisme particulier dans l'urbanisme parce que j'ai commencé les documents d'urbanisme dans les années 2000 avec évidemment la loi SRU et l'explosion, notamment dans un département très connu pour un fort développement ces dernières années qui est la Gironde. Mais j'ai fait tout le Grand Sud-Ouest aussi. Et donc, j'ai un prisme plutôt zone rurale et je m'intéresse de plus en plus d'ailleurs à la faveur d'études de l'INSEE là, qui sont sorties en début d'année au secteur en déprise démographique. Donc, pour vous dire que d'un côté, évidemment que la question de l'inflation, l'augmentation des taux et entre guillemets l'insolvabilité des ménages, cela nous inquiète et qu'on ne peut pas laisser évidemment le sujet sans l'étudier d'une part et sans réponse, puis bien sûr le coût des matériaux, tout ça, mais on sent qu'il y a une lame de fond et vous le savez, je pense tous depuis longtemps, sur l'évolution des questions de l'immobilier et de l'aménagement en général. Et moi, je me plains souvent, et pourtant je suis de la majorité, donc, et je vais en parler ce soir au ministre du Logement, je me plains souvent d'un manque de regard. Tu sais, on en a déjà parlé avec le Cercle des penseurs, Se Loger et à d'autres occasions, mais je me plains souvent du fait qu'on ne considère pas le territoire national avec toute sa diversité. Et on s'attache beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup trop, mais au secteur en tension, en tension foncière, en demande. Et moi, ça me gêne beaucoup. Et il y a des données de l'INSEE qui sont sorties. Alors, au-delà de la donnée du début de journée sur l'Inde qui passe premier pays en démographie au monde devant la Chine, sauf que nous, en France, et comme dans d'autres pays occidentaux, on ne perd pas encore des habitants, mais on a des territoires, et la fameuse diagonale du vide, elle est réelle, et où il n'y a ni assez de logement social, ni assez de logements pour répondre aux besoins des gens. Et par exemple, je vous annonce pour la Charente, à horizon 2060-2070, c'est moins 40 000 habitants, on passerait en dessous des 300 000 habitants. Et pour moi, c'est comment dire, face à ce que j'entends des tensions qu'il y a sur des secteurs, sur le Midi toulousain, que je connais un petit peu, sur la Bretagne, évidemment la région parisienne, on n'en parle pas, mais enfin, on peut en parler aussi. Je me demande déjà pourquoi il y a une telle différence d'approche sur les questions de logement, et surtout parce que le logement, c'est un besoin d'abord. C'est un besoin des gens de se loger. Et un besoin suivant notre âge, suivant effectivement nos métiers, suivant là où il y a du boulot. Et ce qui pêche depuis très longtemps, ça date pas d'hier malheureusement, c'est qu'il y a une manque de vision et de croiser la question du logement avec la question de l'aménagement de notre territoire français. Et ça, je ne lâche pas parce que il y a encore une mission parlementaire là qui va nous sortir quelque chose qui est présenté demain matin en commission éco. C'est une collègue à moi, je pense qu'elle aura fait un très bon boulot, avec l'exemple du Finistère, avec l'exemple de plein de départements, même d'outre-mer. C'est sur la question des logements en zone tendue et la concurrence, par exemple, avec Airbnb. Donc oui, il y a de vrais problèmes pour reconquérir et pour créer du logement. Mais moi, mon prisme, c'est vraiment ce secteur-là. Et je vous avoue, je ne comprends pas. Alors, je vais rester le max de temps possible parce que j'attends aussi des réactions et on pourra se revoir si vous le voulez
après. Donc, avec cela se croise évidemment dans le contexte problématique que tu as cité et que vous avez cité, je crois, Monsieur le Président, c'est la question aussi de la loi climat et résilience, les critères environnementaux qui se corsent. À la fois, je suis complètement d'accord avec vous, mais je crois que c'est le moment justement de relancer ou de lancer le logement autrement. Et moi, je crois qu'il faut vraiment regarder les capacités des villes, petites, moyennes, toutes petites, même les grandes, à refaire de la ville sur la ville. Je crois qu'on ne va pas y couper. Et derrière, je me dis, ceux qui sont professionnels du logement neuf, vous avez des savoir-faire. Et je crois qu'il manque sans doute, il vous manque peut-être des choses, peut-être d'ailleurs, vous allez nous en faire la demande, y compris à la parlementaire que je suis. Qu'est-ce qui manquerait pour un peu qu'il y ait une forme de retournement aussi, pour reconquérir la ville sur la ville? Et je crois que le ZAN, finalement, le zéro artificialisation nette, c'est pas le cœur du sujet, ça cache derrière quelque chose qui est une lame de fond depuis très longtemps. Alors évidemment, on va dire, voilà, elle est urbaniste, et maintenant elle est parlementaire, elle n'est plus dans la pratique du terrain, donc peut-être qu'elle a oublié qu'il y avait derrière, voilà, des emplois, des besoins à pouvoir des logements, voilà. On ne soupçonnera pas de ça, je le dis clairement, voilà, c'est un clin d'œil, mais tu es sensible à tout ça, c'est très clair. Oui, je suis évidemment, moi j'ai fait des études de géographie, donc forcément je suis aussi là-dessus sensibilisée depuis entre guillemets toute jeune, mais ce que je veux dire c'est que moi je pense que d'ailleurs si on regarde alors d'abord je voulais vous dire que le ZAN, vous savez, le ZAN n'existe pas, c'est comme le Père Noël, on fait croire que ça existe, ça n'existe pas. Le ZAN, il n'existe pas encore, c'est à horizon 2050. C'est-à-dire, ça sera un système qu'on n'a pas encore inventé. Moi, j'avais travaillé là-dessus en 2019 sur les groupes de travail sobriété foncière au ministère. Je pense que certains d'entre vous peut-être y assistaient ou y étaient représentés. En fait, ce qu'on a décidé, puisque le côté technique, financier, le modèle n'existe pas encore, c'est-à-dire le ZAN, c'est de la compensation. C'est-à-dire que si on gagne sur des terres agricoles ou naturelles, on devra compenser par ailleurs. Si on gagne en construction, évidemment, hein, en urbanisation, on devra compenser. Le ZAN, c'est ça, sauf que le modèle économique, technique, il n'existe pas encore. Et nous, on a freiné des cas de fer, peut-être qu'on s'est trompé hein, en 2021 avec des collègues, parce qu'on trouvait que dans la loi, c'était inscrit et le modèle n'y était pas. Et donc, on a voté quelque chose qui est on raisonne encore en étalement urbain et en réduction, et ça, vous y êtes confrontés tous les jours. Voilà, je sais que ce n'est pas satisfaisant. Moi, cette loi, elle ne me satisfaisait pas complètement. Moi, je me suis plutôt investie dans cœur de ville, petite ville de demain. Je sais que ce n'est pas forcément une grande réponse, mais pour moi, c'en est une. Il faut vraiment, je lance un appel à ce que vous soyez dans les comités de pilotage de vos villes, dans vos régions, dans vos villes, cœur de ville, il faut que vous tapiez la porte, vous y alliez. Et ce que je veux dire, c'est que le ZAN, pour moi, voilà, c'est vraiment, non pas un épiphénomène, parce qu'on sait que c'est important, mais c'est quand même, ça cache le fait qu'on n'a pas réfléchi au nouveau modèle, et je crois qu'on est tous là pour y réfléchir. Je voulais vous dire deux autres petites choses. Sur le Sénat, qui a voté cette fameuse PPL, pour essayer un peu de rétablir les choses, enfin, selon eux, hein. Bon. Je ne sais pas s'il y a des sénateurs invités ce soir, mais je pense que tu les aurais présentés, mais je dirais la même chose. Alors, le public est parfois de manière anonyme, sans qu'on le sache, constitué d'élus, en effet, bien sûr, et tant mieux. Public, journalistes, donc c'est tout à fait possible. Et en plus, nos débats sont enregistrés, ils peuvent être ensuite écoutés par des spécialistes, et il y en a aussi, c'est vrai. Alors, puis moi, je ne me considère pas spécialement comme spécialiste, mais enfin bon. Et ce que je veux dire par rapport au Sénat, bon, il ne vous aura pas échappé qu'on est en temps de campagne au Sénat, puisque le Sénat, tous les 3 ans, est renouvelé pour moitié, et que je pense que cette PPL tombe assez à point nommé, puisque les élus ont été vent debout dès les décrets d'application, les premiers décrets d'application sur la lutte contre l'artificialisation des sols, notamment la définition des différents terrains. Et c'est vrai que c'est complexe et que ce n'était pas satisfaisant, je suis d'accord. Dans le texte, cela dit, il y a une chose notamment qui remet en cause
complètement la loi climat, c'est la fameuse garantie rurale, c'est-à-dire garantir aux zones rurales, donc ce n'est pas celles où il y a le plus de pression foncière, qu'il y a à peu près 1 hectare par commune. Bon, autant vous dire, ça met en l'air totalement les 30 000 hectares à consommer ou à économiser par an, parce qu'en ce moment, c'est 2 fois plus. On rappellera qu'il y a un peu plus de 36 000 communes, malgré les fusions qui sont intervenues. Voilà. 32 000 et quelques. 32 000 et quelques. 32 000. Non, il y a eu beaucoup de fusions, mine de rien. C'est pas mal Ah, déjà, ça. Et elle continue. Elle continue. Oui, elle continue. Elle continue. Même en Charente, on va être moins, donc on se dit que pour être plus fort, il faut qu'on se regroupe. Et donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant que j'ai noté, qui avait été un de mes sujets de travail, pour vous dire que le ZAN, à mon avis, c'est pas fini, ça va pas être effacé comme ça. Nous, on n'est pas trop d'accord que ça soit repris à l'Assemblée par le ministre Béchu, je vous le dis, pour le groupe Renaissance et la majorité. On a proposé une PPL, nous, qui est plutôt une proposition de loi d'accompagnement des élus locaux, puisque peut-être qu'on pourrait dire, et je le dis de manière un peu brute, de décoffrage, ce qu'on a remarqué dans les remarques des élus de tout échelon locaux, c'est qu'entre la région, les EPCI, même les départements et les communes, ils avaient du mal à s'entendre pour se répartir les surfaces à consommer constructibles. Pour moi, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'on fait des documents d'urbanisme, de la prospective depuis plus de 20 ans, de manière assez longue, et qui ne sont pas capables de s'entendre. Je provoque, mais je le pense quand même. Pour moi, c'est un vrai sujet. Donc, le Sénat propose notamment, pour vous parler plus précisément du sujet, il propose en fait une conférence régionale pour le ZAN. Donc, c'est une gouvernance régionale. Alors, c'est déjà ce qui existe, puisque c'était la conférence des SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, qui devait un peu se répartir les terrains. Bon, alors visiblement, ça a marché, parce que moi, j'ai fait une mission un peu d'évaluation, de première évaluation à 6 mois, en fait, à 1 an de la loi climat. Et il y a des régions qui nous ont dit, on était très contents entre élus, d'un bout à l'autre d'une région, donc à plusieurs centaines de kilomètres, parce qu'en fait, ils ne s'étaient jamais parlé entre eux. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse de la stratégie d'aménagement qui serve, alors, j'ai envie de dire vos intérêts, c'est-à-dire créer du logement pour les gens qui en ont besoin. Quand je dis vos intérêts, c'est en ce sens-là. Si les élus n'arrivent pas à faire de la prospective et à se projeter sur un territoire et vous donner des guides sur les secteurs où il y a besoin de logement. Pour moi, ce n'est pas possible. Et donc, le Sénat propose d'ancrer dans le dur cette conférence régionale. Bon, il y a quelque chose qui existe déjà. Moi, je suis pour l'économie circulaire dans tout ce qu'on vote. Il y a déjà des outils qui existent, ça s'appelle la CTAP, la Conférence territoriale de l'action publique. Il y a plein de trucs qui existent déjà. C'est certains, vous y siégez peut-être en tant que professionnel de l'immobilier ou vos représentants, c'est le CRHH. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inintéressant, le Sénat, mais nous, on ne veut pas à l'Assemblée revenir sur la consommation d'espace. Et enfin, j'ai envie de vous poser encore une question. C'est est-ce que certains d'entre vous connaissent la démarche BIMBY? Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais Build in my backyard, donc c'est construire au fond de son jardin. Alors, il y a BIMBY, il y a Bamba, il y a plein de trucs. Donc, ouais, en fait, c'est fait exprès pour un peu nous questionner. Ce sont des outils un petit peu issus à la fois de la recherche, pour finir, et aussi pour aller vers les nouveaux métiers, avec vos savoir-faire et se croiser des chercheurs ou des urbanistes. Et je vous donnerai un nom pour finir, c'est David Miet, M-I-E-T, qui est un des créateurs du BIMBY. On l'a fait auditionner à l'Assemblée. Et moi, je veux dire par là qu'il y a des solutions pour le futur, mais ça ne sera qu'avec vous, je crois, et j'en suis sûre, parce que vous savez faire, mais il faut renouveler la ville sur la ville, il faut essayer de densifier, et il faut que vous participiez aux réflexions avec les élus. C'est majeur. Ils ont besoin de vous, les élus, ils ne le savent pas. Merci 1000 fois, c'est très clair, c'est offensif. Voilà, tu prends position, tu nous donnes aussi l'avenir de la PPL Sénat avec une alternative d'une proposition de loi issue de l'Assemblée nationale pour donner un mode d'emploi, un accompagnement du zéro artificialisation nette, qui en effet à ce jour est une échéance, une date assez abstraite. Christian, beaucoup de choses ont été dites. Alors, si je les retraduis avec mes mots, il ne s'agit pas de cesser de construire, mais de construire autrement, qu'on parle d'utilisation foncière, qu'on parle
même de modèles hein, d'immeubles. On a évoqué la densification à l'instant avec la députée. Bon, comment tu réagis à tout ça, relation avec les élus locaux, avec les maires, bien évidemment, qui, on le rappellera, sont les décisionnaires de l'acte de construire, ils signent les permis. Bon, la situation du secteur, déjà, est-ce que tu peux nous la préciser? Je crois que vous avez présenté, hein, l'FPI, des chiffres très récents, des chiffres aussi sur les besoins en logement. Vous avez contribué à une étude sur le sujet. Il y en a eu une autre concomitante. Voilà, donc tout ça mis en perspective. Et les solutions, Benjamin disait à juste titre, on est là pour analyser, mais on ne va pas se limiter aux lamentations, hein, donc des solutions de court ou de plus long terme. Sandra a évoqué une nouvelle façon hein, de penser la construction. Est-ce que ça peut suffire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut des mesures d'urgence néanmoins pour redonner de l'oxygène? Voilà, beaucoup de questions. À toi. Alors, tu nous poses tout un tas de questions un petit peu, je dirais, un petit peu en vrac. Pour tout ce qui est effectivement de trouver des nouvelles formes de construction, d'être à la pointe de l'environnement, de l'économie d'énergie, de l'utilisation du bois, d'être de bas carbone. Je crois que l'ensemble de la profession, elle est déjà là et elle sera toujours dans l'économie aussi, dans l'économie qui est nécessaire. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui alerte tout le monde. Mais pour ma part, enfin, pour la part de la fédération, ça fait plus de 3 ans que l'on dit attention, il y a une évolution qui est en train de se faire où on ne veut pas nous donner des permis de construire. Bon, je grossis un petit peu le trait si vous voulez, mais on s'est retrouvé avec une vraie problématique de production. Donc là, on avait un vrai problème parce qu'il y a eu des changements politiques, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises. Les PLU qui existent ne sont pas respectés. On n'a pas je veux dire, là on peut faire 100, on nous demande de faire 80 voire 60 et ainsi de suite. C'est ça. Donc depuis longtemps, ça a été un premier glissement. Après, on a eu une accélération par la problématique du Covid. Donc ça a été un élément d'augmentation extrêmement important. Et puis après, bon, alors, je ne sais pas les différentes problématiques, des coûts de construction, des problèmes financiers, et puis et donc pour arriver à la fin, sur quoi? Sur eh bien une problématique de demande, c'est-à-dire que on a voulu on a fait monter les taux trop rapidement. Les banques se sont servies du taux d'usure pour pas prêter et puis on a accentué, mais d'une manière incroyable, la baisse de demande, ce qui fait que on est passé donc en 2022 sur les 4 derniers mois, il y a eu beaucoup de désistements, beaucoup d'annulations et on a vendu 122 000 logements, soit moins que ce qu'on avait vendu en 2020 par rapport aux 170 000 ou 180 000. Le problème, c'est que si on vend moins de logements, nous, dans les logements que l'on fait, à chaque fois qu'on fait un logement, eh bien, on en fait soit 0,5 de logements sociaux. Donc, que l'on sort avec nos opérations. Si on ne sort pas de nos opérations, eh bien, les logements sociaux sont aussi, on est un des premiers producteurs de logements sociaux. Christian, est-ce qu'on peut dire que 50%, ces chiffres que j'ai en tête, de la production de logements sociaux est le fait des promoteurs privés? Absolument.
Voilà. Nous participons au travers des BFA, au travers de l'ensemble de l'opération, en gros, sur l'ensemble du territoire, à près de 50% des logements sociaux. On travaille main dans la main avec les opérateurs, les bailleurs sociaux. On fait des logements suivant leur cahier des charges. Ils les valident et ils valident aussi les permis de construire, et ainsi de suite. Donc, on a l'habitude de travailler avec. Mais je voudrais revenir à la demande. Nous, ça fait des années qu'on commence à tirer la sonnette d'alarme en disant, écoutez, on va avoir un problème de production de logements. Ça a été parfaitement oublié par tout le monde, et notamment par l'exécutif en place. Bon, aujourd'hui, d'un seul coup, il y a eu une accélération, on a ce problème. Mais on a refait faire une étude indépendante sur les vrais besoins sur l'ensemble du territoire, parce que évidemment, nous avons eu des âmes bien pensantes donc à Bercy, disant mais non, rassurez-vous, il y a suffisamment de logements. Alors évidemment, il y a des logements qui ne verront jamais personne parce qu'ils sont à Maubeuge, dans des endroits où il n'y a pas de densité, pas de demande, et ainsi de suite. Donc voilà, et d'autres qui ne rencontreront pas non plus leur. Il va falloir en rénover un certain nombre. Vous avez des logements qui sont en train de sortir du marché parce que les DPE ne sont pas réglementaires et il faut investir et des gens n'ont pas l'argent pour le faire. Voilà. Donc, on a une concentration de problématiques qu'on n'a jamais vues. Voilà. Donc, quelle serait, peut-être avant, parce que je vais, si Catherine me le permet, Catherine Sabat, je vais faire réagir Sandra avant qu'elle nous quitte. Quelles seraient pour toi, allez, les 2-3 actions prioritaires? Est-ce qu'elles sont de très court terme? Est-ce qu'elles sont de plus long terme? Sandra parlait de repenser aussi la consommation foncière, la manière de travailler. Tu disais, nous, on est déjà dans ce mouvement-là. La décision publique, après tu peux balayer devant ta porte et dire nous on fait ceci, on fait cela, mais qu'est-ce que tu demanderais aujourd'hui au Parlement ou au gouvernement? Elle voit le ministre de la Ville et du Logement, tout ça tombe très très bien. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? 2, 3, 4 non mais décisions. Le ministre, on le voit en permanence, d'accord? Je veux dire, la fédération pas avec lui, discute en permanence. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 3 mois, 4 mois, mais je veux dire, c'était soi-disant, c'était un non-problème. Il y avait suffisamment de logements, il y avait, voilà. D'un seul coup, on en est même. Je vous signale qu'il y a 1 an, c'est tout un tas de phénomènes. On amuse la galerie, comme a dit Madame la députée, avec une problématique d'artificialisation des sols pour 2050. Bien qu'en France, comme on fait de la surinterprétation de la loi européenne, on veut l'appliquer en 2030. Donc, aller trop vite, voilà, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment calculer, mais on a sorti un texte de loi. Écoutez, moi, je pense pas que ça soit comme ça. Bien sûr qu'on veut économiser. On est complètement d'accord sur le rôle sociétal que l'on doit avoir et dans la dimension de la protection de la terre et de son utilisation. Mais on fait passer les problèmes les uns avant les autres. Voilà. Moi, c'est ce que j'en pense. Après, on peut trouver il va falloir trouver de nouvelles. Mais si le maire parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin ou qui ont envie de produire, mais il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas avoir des immeubles voilà, sur un certain nombre de projets. Et donc, des projets, sans compter ceux qui sont attaqués, qui font l'objet de recours, qui sont. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? On voit le ministre, et j'en doute pas, vous faites bien votre travail. Je faisais un clin d'œil, tu ne dînes peut-être pas
avec le ministre, ce qui va être le cas de la députée qui est avec nous. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, quelles mesures, selon toi, quelles décisions s'imposeraient-elles? Alors, je crois comprendre, quand tu évoques le climat résilience, que tu voudrais peut-être une pause, je ne sais pas, un report, un assouplissement. Si tu devais exprimer des priorités de la décision publique, tant que ça va être nous. Je ne veux pas monopoliser toute la parole, mais la pause normative, elle est obligatoire. On en met des couches sans avoir à mesurer les impacts. Et voilà. Donc, à un moment, il va falloir coordonner, effectivement. Par exemple, on en parlait dans la région toulousaine. Vous avez, par exemple, des programmes de logement, mais vous avez sur une même aire, vous avez des communes qui vont l'appliquer et d'autres communes qui vont pas le faire, qui vont pas produire les logements. Donc, si on n'a pas de contraintes, si on ne contraint pas les gens à respecter les CHH ou ainsi de suite, ben, d'accord, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, il va falloir trouver au niveau régional, quand il y a des besoins. Bon, ce matin, on expliquait encore à Paris, c'est 50 000 personnes, d'habitants de plus sur la région parisienne. D'accord, 50 000. La région toulousaine, de mémoire, quand je construisais là-bas, c'est entre 12 et 14 000 par an sur l'agglomération. Il y a de l'emploi, il y a de la demande, voilà. Mais le niveau est tombé extrêmement bas sur l'agglomération toulousaine, je crois, et ainsi de suite. Donc, il va falloir passer à une politique de production. Mais ça n'empêchera pas qu'aujourd'hui, nous avons un problème. On a un problème de prix de revient de la construction du logement, parce que les coûts de travaux ont augmenté, parce que l'argent va devenir cher. Quand on pouvait emprunter à 1%, mais maintenant c'est fini, hein, ça va être du 4, du 5, ainsi de suite. Donc, c'est plus du tout les mêmes. Quelqu'un qui avait un budget, par exemple, avec un taux à 1 et quelques %, à 50, eh bien, aujourd'hui, s'il va acheter, il va à la banque, avec sa même capacité, il va perdre une pièce pratiquement. Donc, 20% de son voilà. Donc, alors, là, on va aborder ce sujet, bien sûr, de la solvabilisation. Il a été cité par Benjamin tout à l'heure. Il est une grande partie de notre sujet. Sandra, est-ce que tu peux réagir, avant de nous quitter, malheureusement, mais au propos de Christian, et après Catherine Sabat, elle m'habilite à te donner la parole avant que tu ne t'en ailles. Déjà, je suis sûre que je dîne ou que je déjeune moins souvent que monsieur avec le ministre, donc j'ai pas de… Non, mais en plus, j'ai pas de problème, ça veut dire que la concertation existe et ça me va très, très bien. Justement, moi, je suis contente d'en profiter aussi. Moi, j'entends plusieurs alertes, les plus qui ne sont pas respectées. Bon, j'ai envie de dire… Sous-exploitation des possibilités conférées… Oui, mais… 60% d'utilisation de la capacité de construction. Je vous parlais tout à l'heure d'un autre terme de capacité des territoires. Pour revenir, et ça ne va pas vous plaire, mais le Midi toulousain, c'est un des territoires qui est… Il n'y a plus d'eau dans le Midi toulousain. C'est un des secteurs où la qualité de l'eau, elle n'y est plus. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir peut-être arrêter, quoi. Enfin, bon, voilà. Pour moi, c'est assez compliqué parce que forcément, et c'est normal, hein, que vous raisonniez dans ce temps plus court que nous, et que nous aussi, d'une part, au Parlement, on doit répondre aux problématiques des citoyens et des Français en général, mais il faut qu'on essaie de tous de se projeter. Alors non, la loi climat et la lutte contre l'artificialisation, elle n'est pas remontée à 2030, c'est bien horizon 2050. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le problème, c'est comment on y arrive en 2050, mais sans vision commune du territoire, et c'est ma deuxième remarque par rapport à vos alertes, que vous l'avez dit à plusieurs reprises, je l'ai senti, c'est bien au niveau local, régional et de manière concertée avec tous les élus qu'il faut faire de la prospective pour savoir où vous pourrez construire, mais construire et réaménager. Et donc ça, ce n'est pas le Parlement qui va le décider pour vous, ce n'est pas comme ça qu'on va vous aider. Il n'est pas favorable, je fais une parenthèse, parce qu'on a entendu des choses là-dessus, à une reprise en main du pouvoir d'urbanisme par l'État,
au détriment des maires. Je veux dire, tu continues à dire que la réalité, comme Christian, elle est territoriale, qu'il faut faire confiance aux élus et que ceux qui ne font pas, il faut les conduire à faire. C'est ça le regard. De toute manière, on est en pays décentralisé, ça fait 40 ans. Il y en a qui veulent même donner encore plus entre guillemets, de pouvoir, notamment sur la question de la fiscalité locale, parce que ça aussi, je pense que ça peut, à terme, influencer beaucoup. Mais moi, je crois que oui, il y a des bassins de vie qu'il faut relancer. Par contre, la responsabilité de l'État, et c'est une absence pour moi énorme et pas bonne pour toute l'économie d'ailleurs, c'est de ne pas avoir de vision d'aménagement du territoire. Alors évidemment, on ne va pas dire au Midi toulousain d'arrêter comme ça. En plus, on a nos fleurons de l'industrie là-bas. Mais je crois qu'il y a vraiment autre chose à penser. C'est à l'État de guider de manière générale pour après que vous trouviez au niveau local de nouveaux marchés. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi être un peu comme en Amérique du temps des chercheurs d'or. Il faut un peu aller prospecter peut-être différemment. Et moi, j'ai envie de dire, on n'a pas assez de logements adaptés en Charente. Alors d'ailleurs, nos bailleurs sociaux, nos bailleurs sociaux en Charente, ils n'ont tellement pas assez d'argent pour rénover leur propre parc de logements. Enfin, je veux dire, et moi, j'ai pas envie de voir en tant que parlementaire au niveau national des départements qui dépérissent, qui n'ont pas la réponse d'un côté et d'autres n'ont pas la réponse parce qu'on voudrait faire toujours plus. Pour moi, il y a un déséquilibre. Alors, je n'ai pas mentionné d'ailleurs qu'il y a un chat avec des questions qui sont posées par les 500 participants et il y en a plusieurs sur des observations ou des questions sur l'aménagement du territoire, sur l'aménagement du territoire, très clairement, avec le rapport entre emploi, entreprise, réindustrialisation et logement, et notamment le risque, comme tu l'as dit, de diagonale du vide. Voilà. Elle existe. Alors, nous, on influence en ce moment sur deux grandes choses. Bon, vous en avez entendu parler, c'est la réindustrialisation, la relocalisation d'entreprises, mais ça ne va pas se faire comme ça ne produira malheureusement peut-être pas ses effets tout de suite. Et puis, c'est tout ce qui est sur le plan des infrastructures. Ça, c'est à la fois le rôle de l'État et avec certaines notamment les régions, et c'est de recréer des facilités de déplacement de la population. Mais vous voyez, il faut d'abord revoir les infrastructures de l'aménagement du territoire de manière macro du pays pour que derrière, il y ait des choses qui se fassent. Mais j'ai envie de dire, on a redistribué aux régions et aux EPCI, aux intercos, par exemple, l'organisation des mobilités. Mais il y en a plein qui ont dit, des EPCI, nous, on laisse faire la région, on ne le fait pas chez nous. Enfin, pour moi, ce n'est pas responsable, même si c'est dur. De toute manière, ce qu'il reste à faire en termes d'aménagement, c'est le plus difficile. Est-ce que tu dirais… On s'est étalé pendant 40 ans et moi, j'ai fait l'étalement urbain en tant qu'urbaniste dans mon petit bureau d'études. Tu l'as été pendant 10 ans. J'ai été à l'œuvre, donc je le sais. Mais ce qui reste, c'est le plus difficile à faire. Mais je pense qu'il y a de belles choses à faire quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fera le lien avec l'intervention de Catherine? Tu dirais que, vous avez dit des choses très concrètes, Christian, toi, et des sujets où vous vous retrouvez clairement, que la machine qui aujourd'hui a perdu 40%, enfin, c'est le chiffre que nous donnait le délégué général de l'AFPI l'autre jour, 40% de son souffle, promotion privée, vente, remise en chantier, puisque les deux sont corrélés. Est-ce que tu dirais que ça exige des mesures d'urgence pour relancer une perfusion, un coup de… voilà, on choque le malade, ou qu'il faut revoir l'aménagement du territoire, mais ça ne va pas se faire en 3 mois, ça va peut-être prendre 3, 4, 5 ans. Action Cœur de Ville, tu l'as dit, il y a des grands programmes d'État. Ou est-ce que tu prendrais quand même des mesures d'urgence? Alors, est-ce qu'elles ont trait à la resolvabilisation de la demande? On l'a évoqué, on va creuser. Aujourd'hui, Christian a été clair, on perd une pièce, on perd une localisation, ou même on ne peut pas faire son projet parce que l'accès au crédit s'est durci. Est-ce que tu jouerais là-dessus? On a parlé d'assouplir les critères du HCSF, ce serait à l'étude entre Bercy et la Banque de France. Est-ce que tu jouerais sur la fiscalité? Il y a eu des boosters fiscaux pendant de très nombreuses années. On est en voie d'extinction. Le prêt à taux zéro, voilà. Est-ce que tu verrais des mesures d'urgence ou est-ce que tu ne jouerais pas sur l'urgence? On laisse s'éteindre ce qui existe et on réenclenche une autre logique. Alors, c'est vrai qu'après, je ne suis pas spécialiste du financement du logement, mais c'est vrai que déjà sur les produits de défiscalisation,
On sait ce que ça a produit dans certaines villes, hein, je suis désolée, mais moi, j'ai jamais été pour. Je peux vous citer tellement de villes où ça a défiguré et surtout, ça n'a pas répondu aux besoins. J'ai fait le PLU de Langon, j'ai bossé à Cahors, à Bergerac. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu des choses pas top. Je suis confuse, mais je vous le dis. Sans doute qu'il faut un petit peu des deux. Et ça s'étudie. Évidemment, si vous rencontrez régulièrement le ministre, y compris à Bercy, les ministres, sans doute qu'il y a quelque chose à faire. Mais je crois qu'il est temps de prendre un virage et de se réorienter vers d'autres marchés. Et c'est sans doute aussi à l'État de créer les conditions pour aider à de nouveaux marchés. Je sais que ça fait un petit peu, peut-être, on va dire que c'est de la parole politique et un peu langue de bois, mais je pense que c'est sans doute un petit peu des deux. Il ne faut absolument pas laisser s'effondrer vos métiers, parce que ce sont de beaux métiers et on a besoin de vous, évidemment, mais il faut en profiter. C'était l'objet de la relance après le Covid, hein, toutes ces réflexions, hein, d'essayer de Habiter la France de demain, hein, c'était la grande réflexion lancée Oui, par… il y avait ça notamment. Il y avait ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un grand programme, hein, qui voulait faire 50 000 logements par an à accompagner par l'État, mais du coup, on en est à beaucoup moins pour l'instant sur la première année. C'est engagé pour la qualité du logement de demain. Ouais, c'est plus 50 000. Hein. Non, plus du tout. Je pense que ouais, c'est dur, Catherine. Ouais. Désolée. Et je suis désolée d'ailleurs, je vais laisser Catherine aussi parler. Voilà, c'est prévu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plein de choses. Moi, je crois que maintenant, la promotion immobilière, il faut vraiment qu'elle se rapproche des stratégies des élus locaux. Il faut trouver d'autres modes, d'autres lieux de discussion. Ils existent. Moi, je suis prête à travailler avec vous là-dessus, d'ailleurs. Ça m'intéresse énormément. Et ensuite, il y a aussi à intégrer, d'ailleurs, avec les élus, c'est lié tout ce qui est les programmes de l'État et à travailler avec tous ceux quitte à ce que ça frictionne un peu, hein. Je vous ai parlé du BIMBI tout à l'heure, de engager pour la qualité du logement demain, mais il y a plein de choses. Il y a toutes les réflexions du PUCA sur la sobriété foncière, le plan urbanisme, construction, architecture. Je veux dire, il y a plein de tentatives, mais saisissez-vous-en pour avoir d'une part un regard critique, mais pour derrière que ces visions finalement du logement d'aujourd'hui et de demain se rencontrent. Eh bien, ça peut faire des étincelles au début, mais je crois que c'est salvateur pour demain. On en a tous besoin, on a besoin de vous et sur tous les territoires. Et moi, je suis très contente de revoir Catherine aussi. Et je vais de toute manière, si c'est enregistré, je regarderai évidemment la suite. Merci beaucoup. Je vais reprendre ça pour relancer et Christian et Norbert qui est patient. Merci, Madame la députée. On te laisse aller Merci à vous tous et je regarderai bien. Merci, bonsoir. Au plaisir de vous revoir. Catherine, le lien est très naturel avec ce qu'a dit la députée et j'en reviens sur le choix entre court terme et long terme. Alors, tu es engagé dans le CNR Logement sur ces questions de relance de la construction. Le choix que va faire ton groupe de travail, on n'a pas encore accès à toutes les contributions, mais entre court terme et moyen ou long terme, l'aménagement du territoire, c'est du long terme. On a parlé de fiscalité, on a parlé de financement. Il n'y a pas de fermeture du côté de Sandra Marceau. Elle n'imagine pas qu'il ne faille rien faire tout de suite, mais elle nous parle quand même de renouveler le métier de promoteur, de renouveler les pratiques, de réinventer les choses. Christian n'y est pas fermé. Voilà, donc ton propos, et je remercie Norbert de sa patience. Il aura compris la raison, il va intervenir après. Merci. Norbert, tu auras tout le temps d'intervenir après. Donc moi, j'étais copilote d'un des groupes du CNR. Il y avait 3 groupes. Et ce groupe s'appelait parce qu'on a terminé. Et d'ailleurs, les rapports sont en ligne, hein, donc vous pouvez les trouver un peu partout maintenant. Le groupe numéro 2 donc, s'appelait « Réconcilier la France avec l'acte de bâtir », que nous avons rebaptisé « Réconcilier la France avec la production de logements nouveaux », comprenant dans ces logements nouveaux, évidemment, la rénovation, la réhabilitation et pas uniquement la construction de logements nouveaux. Et pas que le collectif d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas ce soir de maisons individuelles, mais il y a 2 grands produits. Hein. Oui. Alors, on s'est plutôt intéressé au collectif quand même. D'accord. Ce qui était intéressant dans cet intitulé de groupe de travail, c'était réconcilier. Réconcilier, ça veut dire qu'il y a une fâcherie, un malentendu. Donc, quel est-il ? Quel est-il ?
ont émergé des discussions que nous avons eues avec tous les participants du groupe, et ils étaient nombreux. Ce que Christian soulevait, et ce que Sandra disait aussi, c'est-à-dire il y a un hiatus entre les élus qui ne souhaitent plus construire ou pas assez, et puis des promoteurs qui aimeraient bien et qui ne peuvent pas, et du coup qui ne sortent ni les programmes privés ni les programmes sociaux. Donc, on a une concentration de problèmes et de questions qui font que, effectivement, la production de logements neufs baisse. Alors, pourquoi il y aurait ce malentendu? Nous, on l'a analysé de la manière suivante. On s'est dit, bon, si les maires veulent pas construire, a priori, c'est pour satisfaire leurs administrés qui veulent pas qu'ils construisent. Donc, pas de densité, pas d'immeubles nouveaux, donc pas d'immeubles à côté de chez moi parce qu'on va… Pas de nouveaux habitants, pas de nouveaux arrivants. Oui, voilà. Non, mais on va me cacher mon soleil. Il va y avoir du logement social à côté de chez moi. Ouh là, j'en veux pas. Les écoles vont être bondées. Il va y avoir trop de monde pour les équipements qui existent déjà. Ou alors, il va falloir financer des nouveaux équipements et donc ça va être une charge, etc. On les connaît, les raisons. Bon, alors… La question de savoir, c'est aussi pourquoi est-ce que les gens s'opposent à cette arrivée de nouveaux habitants, de nouveaux logements. De nouveaux logements, moi, j'ai une explication quand même qui est parce que ça leur est pas accessible. Et en fait, on s'oppose assez facilement à ce à quoi on n'a pas droit. Donc, c'est pas accessible logement privé parce que c'est trop cher. C'est pas accessible logement social parce que j'y ai pas droit, parce que mes revenus sont trop élevés. Mais ça, c'est assez rare puisque quand même 70% des Français sont éligibles au logement social. Mais plus fondamentalement parce qu'il y a des prioritaires par rapport à moi. C'est ça. Donc, en fait, voilà, j'ai pas accès aux différents produits qui sont construits autour de chez moi. Et donc, je ne vois pas pourquoi j'accepterais que ma ville change pour des choses auxquelles je n'ai pas accès. Alors, c'est un peu égoïste, ça peut prendre pour prétexte l'écologie. Moi, j'appelle ça plutôt l'égologie. Mais en tout cas, on comprend assez bien. Alors, bon, comment on répond à ça? Nous, dans les propositions qu'on a faites dans notre groupe de travail, après, il va y avoir une synthèse entre les trois groupes, et donc, ce n'est pas forcément du tout ces propositions qui sortiront. Mais nous, on a proposé quand même de favoriser, d'encourager les maires engagés. Alors, on appelle plus ça des maires bâtisseurs parce qu'on ne parle plus forcément de bâtir du neuf, mais de remettre des logements sur le marché, y compris en remettant des logements anciens, délabrés, rénovés ou du logement vide, etc. Donc, encourager avec une aide de l'État les maires qui construisent ou qui remettent des logements sur le marché au-delà d'une moyenne qu'ils ont, par exemple, suivie pendant 2 ans ou 3 ans. Enfin, on calcule ça par trimestre. Et à partir du logement supplémentaire, on a une aide qui reste à définir. Au début, on avait imaginé un partage de la TVA, puis c'était compliqué parce que le fléchage de la TVA, c'est pas pratique. Donc, c'est une prime, en quelque sorte, j'utilise ce mot-là, en milliers d'euros par logement. Par logement, c'est ça. Au-delà de la moyenne de production telle que tu l'as calculée. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être une mesure de court terme. Voilà, ça peut être une mesure qui est immédiatement, loi de finances, paf, janvier prochain, et c'est débloqué. C'est possible. Bon, on a eu un accueil assez bon au ministère, parmi nos interlocuteurs. Après, il y a d'autres mesures qui sont de plus long terme cette fois, mais là, je voudrais revenir sur ce que disait Sandra et ce qui a été dit, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où on concentre trop les problèmes, donc taux d'intérêt élevé, coûts de construction élevés, foncier élevé, etc., mais qui arrive au bout de 10 ans, 15 ans et 20 ans de très, très bonne santé du secteur immobilier, au cours desquels les prix ont monté. Alors, ils ont un peu chuté parfois, des petites crises, mais ils ont remonté derrière, et sans que ça inquiète personne, et au contraire, avec une satisfaction généralisée, parce que finalement, quand les prix montent, à part pour les primo-accédants ou les locataires, finalement, ça satisfait tout le monde parce que ça sert. Là, tu parles de logement neuf, on parle bien de logement construit, neuf. Oui, là, je parle de logement neuf. Avec une augmentation, un chiffre, tu vas me dire si je me trompe, de l'ordre de 5% par an ces dernières années. Alors là, je te laisse le dire parce que je ne sais rien. Mais en tout cas, les prix ont été multipliés par 2,5 ou par 3 en 20 ans. Quoi. Enfin, multipliés. Oui, donc, voilà. Donc,
voilà, une très bonne santé pendant des années. Et puis aujourd'hui, on dit, oh là là, il y a une crise de la demande. Alors moi, la crise de la demande, c'est une expression que je réfute complètement. Parce que la crise de la demande, c'est pas que les gens n'ont plus besoin de logement, c'est qu'ils n'y ont plus accès. Alors pourquoi ils n'y ont plus accès? Parce que les prix sont trop élevés. Alors, on peut dire aujourd'hui parce que les taux d'intérêt ont monté, ils ont perdu du pouvoir d'achat, etc. Mais enfin aussi parce que les prix sont trop élevés. Alors, pourquoi les prix sont trop élevés? On va me répondre immédiatement, ah ben le foncier est cher. Alors, dans notre proposition, on envisage un encadrement des prix du foncier. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui aurait fait hurler tout le monde il y a 5 ans. Aujourd'hui, même si je ne peux pas dire qu'il y a un consensus général sur le sujet, ce serait mentir. En tout cas, il y a une sorte d'acceptation, de dire ah oui, tiens, pourquoi pas, on pourrait voir, etc. Et ça, c'est intéressant. Donc, le foncier public, pas d'enchère sur le foncier public. C'est une proposition du rapport Laglaise, on se le rappellera. Oui, mais on l'a repris et d'ailleurs, on a sourcé nos sources et puis on les a aussi retestées auprès de différentes personnalités. Donc, en tout cas, il y a cette idée-là d'inverser la fiscalité, ça c'est vieux, très très vieux, sur la rétention sur le foncier à bâtir, la fiscalité sur taxation de plus-value des fonciers à bâtir. Et puis nous, on va encore beaucoup plus loin, et ça c'est plutôt sur le marché de l'ancien, pardon si je vous embrouille, mais j'essaye d'aller vite, de dire que dans le cas où il y aurait un investissement fort d'une collectivité, donc une gare, un tramway, un parc, enfin un équipement qui fait évidemment monter la valeur de tout un quartier, eh bien on considère que même sur les résidences principales, on peut envisager de taxer une partie de la plus-value. Donc ça, reste à savoir comment on le calcule, reste à savoir, mais on peut se dire après tout qu'il y a une plus-value de marché qui correspond à l'ICC, avec des travaux éventuellement, et puis au-delà de ça, ou au-delà d'un certain pourcentage en plus de ça, eh bien il y a une taxe qui s'applique, et la taxe, elle n'est pas faite pour remplir les poches de l'État, elle est faite pour faire que les gens arrêtent d'exagérer dans les prix de revente et pour essayer de tasser un peu les prix. Bon, alors ça peut prendre... Parce qu'il y a un rapport, je t'interromps, là tu dis effectivement, là tu passes à l'existant, au logement ancien, pour le dire plus communément. Oui, mais il y a un rapport, évidemment. Il y a un rapport, voilà, c'est ça. Parce qu'on dit toujours que le foncier est cher, on dit toujours, pardon, que le logement est cher parce que le foncier est cher. En fait, c'est l'inverse. Enfin, il y a plein de promoteurs, j'imagine, dans l'assistance. Vous partez de votre prix de sortie et de votre prix de vente possible, qui est calqué sur le prix de l'ancien, plus 20, plus 30% selon les marchés. Et puis ensuite, vous enlevez toutes vos charges, coûts de construction, honoraires, machin, assurance, frais financiers, etc. Et vous arrivez à ce qui reste pour le foncier. Donc, plus vous partez de haut et plus ce qui reste pour le foncier sera haut. Donc, si on avait des prix de marché de logements anciens plus raisonnables, on aurait aussi des prix de logements neufs plus raisonnables et des prix de foncier plus raisonnables. Enfin, tout ça et rétablir cette logique, elle importe. C'est imbriqué de façon vraiment circulaire et c'est compliqué à dénouer, mais en tout cas, voilà, il y a des pistes là-dessus. Et l'idée de venir encadrer des prix, réguler des prix, commence à faire son chemin et c'est intéressant. Enfin, on était l'autre jour dans une réunion où je rends à César ce qui est à César. Je crois que c'était en l'occurrence Édouard Dekekker qui disait l'économie libérale, elle n'est pas fondée sur la rente. Au contraire. Et là, dans cette économie immobilière dont on réclame quand même qu'elle soit assez libérale, qu'elle est menée par des entrepreneurs, on veut donner un statut aux bailleurs privés, etc. Donc c'est bien les idées d'une économie libérale. Et n'empêche qu'elle fonctionne énormément avec des rêves de rentiers. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Édouard, chercheur à l'ESSEC, on peut voilà, ça fonctionne, voilà. Et juste pour ajouter 2-3 mots encore, sur la demande. Donc, nous, on a aussi préconisé un outil pour essayer de cerner la demande au plus près, parce que finalement, la politique du logement fonctionne toujours sur une politique de l'offre en France. Donc, on construit là où on sait qu'on va vendre parce que il y a eu des références de vente précédemment, mais on va jamais se préoccuper de où sont les besoins. Et c'est très difficile parce qu'il faudrait interroger les ménages en fonction de leurs aspirations. Alors, nous, on va essayer et à idéal, on va le faire d'ailleurs, essayer de suivre via les annonces immobilières de Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, les aspirations des gens qui cherchent un logement ailleurs. Donc, où est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils cherchent, à quel prix, etc. Et en fait, on peut
Alors, pas à l'iris et pas non plus hyper précisément parce qu'il y a la RGPD, etc. Mais on peut avoir des idées, des flux qui peuvent être générés par la demande. Et dernier point, ce qu'on a proposé aussi, c'est d'avoir un PLU ou une partie du PLU qui serait en 3D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on disait, Sandra en parlait, on disait voilà, les documents d'urbanisme sont pas bien faits, pas bien respectés, etc. Notre idée, c'est que déjà, ils pourraient être élaborés en commun. Donc, quand on a participé à l'élaboration de la définition d'une planification, on a un peu plus de mal à s'y opposer. Donc, ça concerne les habitants, ça concerne bien sûr les élus, les équipes municipales, etc. Et puis aussi de montrer, parce qu'en fait, il y a des élus qui nous ont dit ah bah oui, c'est vrai, on respecte pas notre PLU, on pourrait construire 4 étages et nous on en demande 2, etc. Mais c'est vrai que quand on voit le projet, on se dit waouh, c'est gros quand même. Enfin, c'est pas 2 étages, mais peut-être 4 ou 5 ou 6. Et en fait, quand ils imaginent le PLU, enfin, ce sont pas des urbanistes les élus, donc ni des architectes. Donc quand on leur présente un PLU, ils se rendent pas forcément compte de ce qu'ils ont. Les formes urbaines en fait, qui vont émerger. Et qui vont émerger. Donc, l'idée, ce serait d'avoir une représentation en 3D qui permette aux habitants qui sont déjà là de savoir ce qui va se passer dans leur ville, à ceux qui arrivent de se rendre compte de s'ils s'installent là, peut-être que dans 3 ans, il y aura un autre immeuble à côté et puis il ne faudra pas qu'ils s'y opposent. Et aux élus d'avoir une communication un peu plus apaisée et peut-être justement d'essayer de résoudre ce malentendu et de réconcilier la France avec l'acte de bâtir. Voilà. Grand merci. Tant mieux si tu peux rester réagir après. Je passe à Norbert en le remerciant de sa patience. Voilà, j'ai juste un mot à dire parce qu'après je m'en vais. Excuse-moi Norbert, c'est que je pense qu'aujourd'hui quand même on est arrivé à un essoufflement du modèle de financement tel qu'on l'a connu depuis 20 ans et tel qu'il a fonctionné depuis 20 ans. Et quand on parlait de mesures à long terme ou à court terme, peut-être qu'il faut des mesures d'urgence et un plan de relance et que la Caisse des dépôts rachète tous les programmes plantés, etc. Je ne crois pas, mais peut-être que c'est ce qui va se passer. Néanmoins, il faudra quand même réfléchir et ne pas repartir comme en 14, juste après, comme on a fait en 2008, comme on a fait juste après le Covid, en disant c'est le monde de demain, mais en fait, pas du tout. On a recommencé pareil et réfléchir à d'autres modèles. Aujourd'hui, s'il y a du BRS, s'il y a du co-investissement, s'il y a de l'usufruit, etc., c'est très bien. C'est des nouvelles manières de fabriquer du logement et de le financer, mais ça prouve bien que l'autre ne marche pas parce que ça ne fait pas baisser le prix du logement, ça rajoute des intermédiaires et ça rajoute une maille à une chaîne qui est déjà très longue. Bon, je me tais. Merci. On va parler d'innovation et de BRS tout à l'heure. Il y a des questions sur le sujet. Je relancerai Christian ou Norbert. Norbert, c'est à toi. Alors, bien sûr. Après, j'en suis désolée, je m'en vais. Bon. Merci beaucoup. Alors, l'intérêt de ta place dans la série d'interventions, c'est que tu as de quoi réagir aussi bien à ce qui se profile. On remercie Catherine de cette présentation choisie, un florilège des mesures présentées dans le cadre du CNR Logement. Christian a fait des propositions. La députée a eu un discours aussi engagé, offensif. On a beaucoup parlé d'aménagement du territoire. C'est un sujet qui était cher, d'innovation, de prix du foncier, voilà, de beaucoup de choses. Très librement, tu réagis à tout ça. L'enjeu de ce soir, c'est diagnostiquer, je crois qu'on l'a fait, mais tu peux rajouter des éléments si tu le souhaites, et surtout proposer des voies court terme, long terme. Merci Henri. Alors, l'avantage de parler le dernier, c'est qu'il n'y a plus de contradicteurs en plus, à part avec Christian, mais en général, on est d'accord. Alors, on ne sait jamais, on va voir. Pour rebondir, comme tu le dis, d'abord revenir en arrière. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui et moi, comment je vois les choses. La désindustrialisation nous amène à cette diagonale du vide. Donc, Madame Marceau, qui effectivement imagine une nouvelle politique d'aménagement du territoire, malheureusement, il fallait l'imaginer en 70, en 80, quand on a abandonné toutes nos industries dans tous les villages qu'on avait en France. On ne va pas lui en faire reproche. Hein. Non, on ne lui en fait pas reproche. Mais aujourd'hui, dire on va construire dans la diagonale du vide, économiquement, socialement, j'ai du mal à comprendre le sens. Donc, il faut accepter aussi le fait qu'on est dans le 21e siècle. On a raté une étape. Il va être compliqué de revenir en arrière. Ensuite, par rapport à ce que développe Catherine, elle a raison, on a vécu 20 ans extraordinaires. Mais depuis 2008, on a tous vécu 15 ans extraordinaires. Parce qu'on avait des taux quasiment à zéro, pour un certain moment négatifs, avec une liquidité absolument abondante.
Et donc, ce n'est pas l'immobilier qui a profité de la situation, c'est tous les actifs. Alors, l'immobilier en fait partie, bien évidemment, mais on a tous vécu dans un monde, je dirais, qui n'existera peut-être plus, mais assez extraordinaire. Des taux négatifs avec l'inflation et de l'argent de partout. Donc, l'argent, il est allé bien évidemment dans l'immobilier. Et notre problématique d'aujourd'hui par rapport à ce que dit Christian et ce que décrit très bien Christian, c'est surtout la brutalité. On a des taux à 1, enfin négatif, le Euribor, qui sert de base au taux pour les crédits des ménages et pour nous financer. Ils sont négatifs en août, ils sont à 3% 7 mois après. Oui, on rappellera que vous financez… Plus 300%, enfin je ne sais pas, quand on divise par 0, c'est l'infini, mais c'est plus 300% en 7 mois, c'est jamais vu dans l'histoire. Non, on rappellera, enfin, c'est une évidence, mais il n'y a peut-être pas que des promoteurs, que vous avez un double intérêt à la question du financement. Vous financez vos opérations et vos clients se financent pour acheter vos logements. Hein. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on a imaginé un monde en 2023, on l'a imaginé il y a 10 ans, avec des taux bas de la liquidité, en imaginant que ça allait durer toute la vie. Sauf que ce n'est pas vrai. Comme tu le dis, nous, on se finance avec cet argent-là. Et quand dans nos frais financiers, on a 1 point en août 2022 et que maintenant, comme le disait Christian, on a 4, 5, c'est de la marge en moins. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des opérations qui sont devenues infaisables. Ça fait 4, 5 ans qu'on les travaille et aujourd'hui, on ne sait plus les réaliser. Ouais. Et sans ça, ce que développe Catherine, et moi, je trouve qu'il y a plein d'idées, moi, qui me plomb bien sur le partage de la plus-value quand on fait des infrastructures, parce qu'il est évident que quand une collectivité paye un transport en commun, le propriétaire en tire les bénéfices. Mais ces propositions du CNR, il y en a plein dans les 3 groupes, c'est bien, mais c'est bien pour le long terme. L'aide aux maires, bâtisseurs, ou je ne sais plus comment elle le qualifie, il y en a pour des années. Le plafonnement du prix du foncier, je voudrais que tu réagisses à ça. Je disais tout à l'heure que tu avais une identité de promoteur un peu particulier. Tu es à la tête d'une société coopérative. Hein, voilà, bon. Donc cet esprit coopératif, il inspire largement ta réflexion, ta pratique. Aujourd'hui, l'idée d'une décision publique plus autoritaire, plafonner le prix du foncier, c'est vrai qu'il y a encore 5 ans, c'était un gros mot. Vous n'étiez pas très nombreux dans la profession à pouvoir écouter ça. Aujourd'hui, ton avis, par exemple, là-dessus, ça peut être une mesure immédiate. C'est-à-dire qu'on peut vous donner accès à des terrains dont le prix serait autoritairement plus bas. Oui, et d'un côté, on nous dit que les collectivités n'ont plus d'argent et la taxe et les impôts fonciers vont augmenter et il n'y a plus d'argent pour faire un PTZ. Cette idée de bloquer le prix du foncier, je vois bien son sens. Moi, elle me semble anticonstitutionnelle, pas correspondre à l'esprit français de la propriété de la terre, qui me paraît ancré en nous. Et même si le BRS est une disposition qui va avancer dans le temps, mais le sujet, c'est pas est-ce qu'on bloque le foncier, est-ce qu'on fait des taxes, est-ce qu'on aide les maires bâtisseurs, ça c'est pour dans 5-10 ans. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On est à moins de 100 000 maisons individuelles, on va être à moins de 90 000 logements collectifs, on sera à entre 50 et 70 000 logements sociaux, on va être autour de 250 000 logements neufs par an. Un chiffre, enfin je ne veux pas faire du catastrophisme, mais… Non, mais on se dit les choses. Donc on est en train de tuer toute une filière, mais cette filière, ce n'est pas tant Christian et moi qui sommes concernés, c'est tous les emplois dans le bâtiment, c'est tous les Français qui ont besoin de logement, la conséquence. Et une fois qu'on aura détruit ça, on sera en fin d'année, en fin 2023, et puis on va repartir dans un cycle, puisque les prochaines municipales, c'est 2026, et Christian rappelait la difficulté d'obtenir des permis de construire, puis les présidentielles, et ainsi de suite. Ce qu'on est en train de faire, si on ne réagit pas rapidement, enfin si le gouvernement ne réagit pas rapidement, c'est 5 ans d'un tunnel qui va… Alors oui, ça sera bien pour l'environnement parce qu'on ne construira plus de logements. Mais je ne suis pas sûr que l'exemplarité en la matière, ça serve et l'économie et le bien-être des Français. Sur ce dernier point de ton propos, tu dis, en forme de dérision, on protégera la planète. Compatibilité aujourd'hui, j'ai entendu la première partie de ton propos, je ferai réagir Christian. Compatibilité entre l'acte de construire et le zéro artificialisation nette 2050, sobriété foncière, etc. Densification, nouvelle façon de construire dans mon jardin, sur des parkings déjà artificialisés. La place de l'innovation, ici et maintenant, pour construire dans les règles, dans la préoccupation environnementale. Elle est énorme.
Construire avec des matériaux biosourcés à la place du béton Oui. ou avec moins de béton, ça, c'est ce qu'on est tous en train de faire. Après, c'est quel est le coût. Donc, en fait, ça coûte plus cher. Et pour compenser ce surcoût, il faut que le foncier soit aidé par la collectivité. Donc, on est capable de faire ça quand il y a un aménageur, pas sur un terrain privé. Construire sur des parkings, bien évidemment. Construire, comme disait la députée, au fond des jardins, bien évidemment. Le sujet, c'est pas nous. C'est pas des gadgets. Sujet, c'est pas des gadgets. On peut le dire sérieusement, quoi. Je pense que si c'était généralisé et si on l'acceptait, mais on va bloquer sur le point de vue politique local. Si je construis au fond de mon jardin, ça veut dire que je vais construire en face d'un jardin de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est là où on a besoin d'une parole politique et d'un discours politique et d'un courage politique. C'est est-ce qu'on veut ou pas construire des logements ? Si on veut construire des logements neufs, on trouvera des solutions. Et Christian le disait lui-même, la fédération, d'une façon générale, les opérateurs, on innove en permanence. Mais fondamentalement, est-ce qu'on veut des logements neufs en France ? Commence à être convaincu qu'une partie de l'administration française n'en veut pas. Et le sujet, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on est en train de nous bâtir sous le sceau de l'exemplarité, de bloquer toutes les initiatives, et notamment de dire la construction, l'acte de bâtir, mais bâtir avec un grand B, pas que du logement au sens général du terme, parce que derrière la ZAN, c'est aussi des industries. Dire on va réaménager le territoire, en même temps on va faire du ZAN, c'est incohérent. Si on veut faire revenir des industries, il faudra bien utiliser de la terre. Et donc, voyageons. Les terrasses, elles sont, et j'ai aussi provoquant que toi, les terrasses, quand on va à Amsterdam ou à Madrid, elles sont chauffées. Quand on va à Tel Aviv, on a une forêt de grues. Et quand on y voit les projets immobiliers en Arabie Saoudite, c'est absolument dingue. Nous, on peut être exemplaires, nos 70 millions de Français. Si à côté, tout le monde crame la planète, nous, on aura cramé notre économie et notre société, alors que les autres continueront à utiliser de l'empreinte carbone sans aucune retenue. Sur la proposition de loi, je vais vers ton confrère ensuite, du Sénat, alternative de l'Assemblée nationale, Sandra en a parlé, pour assouplir, on va dire, le ZAN, l'idée de donner 1 hectare à chaque commune. Alors Sandra était claire, elle a dit on ne veut pas de ça, c'est un retour en arrière sur Climat Résilience, mais le Sénat en voulait. Il y a des négociations aujourd'hui entre le Sénat et le gouvernement là-dessus. Peut-être qu'il aura gain de cause. Mode d'emploi donné aux élus. Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, au-delà de Climat Résilience, dans l'ordre de la réglementation, de la loi, pour mettre de l'huile dans les rouages, pour les promoteurs, pour les maires? Le Climat Résilience, c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Non, le Climat Résilience 2022, la loi. 2022, mais elle est imaginée sous le plan climat 2050. C'est ce que disait Christian. Une fois de plus, on a transposé et on veut faire mieux que les autres. Moi, je pense qu'il faut faire une grosse pause sur Climat Résilience et c'est ma démonstration de tout à l'heure. L'exemplarité française, c'est très bien. Je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose, et pour la planète et pour nous. Donc, il y a un vrai débat politique, mais qui n'est pas réouvert. Même débat politique qu'on a eu, entre guillemets, ou qu'on n'a pas eu sur le nucléaire et sur les centrales nucléaires. Tu m'as demandé 3 propositions avant que tu redonnes la proposition à Christian. Moi, je pense qu'il faut prolonger le PTZ et l'étendre. Le PTZ s'arrête à la fin de l'année. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. L'étendre en termes de zonage, si tu peux être plus précis. Le zonage, il est aujourd'hui bloqué à B1 et A. On peut l'étendre à toute la France. Le vrai sujet, c'est déjà proroger-le parce que de toute manière, il est fini au 31 décembre. Et le deuxième sujet, c'est le livret A. Christian a rappelé que les promoteurs produisaient beaucoup pour les bailleurs sociaux. Si le livret A passe à 3,7, il ne va pas rester beaucoup de bailleurs sociaux capables d'acheter des logements. Il ne va pas rester beaucoup de bailleurs sociaux capables de rénover. Donc, il y a un vrai sujet sur le livret. On rappellera que c'est une ressource fondamentale pour la construction HLM. Hein. Voilà. Oui, c'est comme ça que les bailleurs se financent. Un point de livret A, c'est 30% du pouvoir économique des bailleurs sociaux. Voilà, tout réuni. Voilà. Donc, quand on passe de 1 à 3 aussi sur le livret A, ça a des vraies conséquences. Et le dernier point, j'ai bien lu tout ce qui se disait sur le statut du bailleur privé et au cas où ça n'aille pas au bout, le plan B pourrait être un Pinel institutionnel, puisque Bercy, je comprends, n'aime plus trop les particuliers et préfère basculer l'investisseur particulier vers l'investisseur institutionnel. Mais en tout cas, si on ne fait rien
pour aider les institutionnels et les investisseurs en façon générale, on va avoir, ce que je disais tout à l'heure, un marché qui va se retrouver autour de 150 000 logements. Et je pense que c'est bon pour personne. Si je peux Je reviens vers toi. intervenir Je te laisserai sur, interpréter le moment, vas-y. non, mais effectivement, sur le Pinel, ce qu'il faut penser quand même, c'est que il y a près de 40% de notre production privée qui va chez des investisseurs individuels, d'accord, qui assurent pour les ascendants, pour les descendants, voilà, et pour la retraite, qui sont un véritable. Et si on se prive de ces 40% d'individuels qui investissent dans le logement, c'est une erreur majeure. Aller vers, voilà, pendant un moment, Bercy poussait, le ministère poussait pour que les investisseurs soient d'abord institutionnels et qu'ils remplacent mais les investisseurs institutionnels, ils disparaissent à la vitesse où monte le taux de l'argent, puisqu'il leur faut un rendement, et que là, aujourd'hui, ils iront ailleurs. Ça sera, je veux dire, ils ont disparu. On ne voit plus les. Pendant des années, on a produit du logement, mais on a produit du logement à perte des logements sociaux, qu'on a réussi parce qu'on avait notre prix qui était encadré, mais aujourd'hui, on ne saura plus faire. Voilà. Enfin bon, il y a des quantités de. Christian, je sais que toi aussi tu as des contraintes, puis d'ailleurs on débat depuis 1h15, mais ta réaction à la prolongation du PTZ, ta réaction au plafonnement du prix du foncier, enfin un certain nombre de mesures qu'il faut s'attendre à voir qui sont déjà en ligne dans le rapport CNR Logement. Non, mais on est d'accord avec Norbert, il faut avancer sur ces. L'histoire du foncier, j'aime bien aimé dans les mesures. Les premiers qui ont fait des appels d'offres, des ventes aux enchères de terrains à construire, c'était quand même les collectivités. Moi, j'ai participé il y a maintenant, je sais pas moi, 10 ou 15 ans à la ville de Paris. Qui a des réflexions sur justement comment vendre autrement, et ils vendaient au plus offrant. Et voilà, c'est après, tout le monde a participé. C'est facile de revenir derrière et de dire, voilà, nous, acheter des terrains à un prix et pour limiter notre prix de sortie, il y a 10 ans qu'on fait ça déjà dans certaines communes qui avaient innové sur quand elles nous vendaient un terrain, on n'avait pas le droit de vendre au-delà d'un certain prix. Oui, Toulouse l'a fait, par exemple. On peut citer cette ville-là. L'encadrer. Bon, voilà. Moi, j'ai trouvé un certain nombre de propositions dans des propositions pour la production de logements nouveaux. Ça, j'aime bien le terme. Il y a plein de choses avec lesquelles on est complètement d'accord. Et aujourd'hui, il va falloir. On a supprimé la taxe d'habitation. Eh bien, c'est autant de revenus en moins qui viennent dans les caisses des collectivités. Donc, 34% de leurs ressources, je le précise. Et donc, on a diminué leurs ressources. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas intérêt, puisqu'il leur faut des écoles en plus, il leur faut des crèches, il leur faut un certain nombre d'équipements publics, et on leur diminue. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On a des taxes foncières qui augmentent de 40, 50, 60%. La ville de Paris, je ne sais pas combien, elle a augmenté 70%, je crois, pour équilibrer ses comptes. Mais, si c'est, vous savez, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique. Si c'est juste pour monter, ou un grand chercheur, si c'est juste pour monter ses taux, hein, à la fin, on augmente les impôts, ben, on dit bravo, mais c'est pas là, au lieu de trouver des solutions. Voilà, donc, sur je reviens la situation des institutionnels. Là, on sent que toi, tu veux continuer à faire confiance aux particuliers. On a compris aussi le propos de Norbert qui consiste à dire confiance à tout le monde. On ne peut pas privilégier. Voilà, on a besoin de tout le monde. Donc, c'est pas la peine de dire tantôt l'un, tantôt l'autre. Non, on a besoin de tout le monde. Sur ces investisseurs, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient institutionnels, que ferais-tu, le Pinel,
est en voie d'extinction rapide. Il y a le Pinel Plus. Ton regard sur ces outils-là, qui sont appelés à se terminer, d'ailleurs là aussi, il y a une échéance 2024, je crois. Est-ce que tu inventes autre chose? Le fameux statut de l'investisseur privé qui serait commun au neuf, à l'ancien amortissement. Ton point de vue, ça peut être une mesure rapide, loi de finances, voilà. Il va falloir trouver, parce que le Pinel Plus, il ne sert à rien. Moi, j'étais un peu en désaccord avec, voilà. Donc, il est inapplicable. Voilà. Donc, on ne sait même pas comment on va calculer inapplicable. Encore un truc qu'on a fait, voilà, il est inapplicable. Bon, donc, il va falloir trouver une nouvelle forme. Voilà. Est-ce qu'on réinvente le périsol de l'amortissement? Est-ce qu'on déduit des intérêts d'emprunt puisqu'ils vont être élevés? Le PTZ va vraiment avoir un impact parce que quand les taux sont élevés, si vous avez taux zéro, il va améliorer la capacité d'emprunt, et ainsi de suite. Voilà. Moi, je pense que il va falloir trouver de donner une prime aux maires, comment, pas bâtisseurs, mais aux maires engagés ou qui construisent. Voilà, pourquoi pas. Moi, il va falloir trouver des solutions assez rapides, mais je pense qu'on a donné des instructions aux banques par la haute autorité là, sur le crédit il y a plus d'un an, et elles ont été appliquées avec zèle. Et maintenant, les banquiers, les banques en règle générale, ont réduit leur production, et donc sur la solvabilisation de la demande, on en a parlé, puisqu'on a parlé du PTZ, hein, qui est un solvabilisateur des accédants, ou du Pinel, qui est un solvabilisateur des investisseurs. Tu irais, toi, jusqu'à assouplir les critères, c'est le débat du moment, hein, du Haut Conseil de stabilité financière pour permettre un meilleur accès des ménages au crédit? Ben, il faut les adapter un petit peu parce que c'est de faire une règle. Il faut voir quelles sont les conditions. Je crois que la durée moyenne d'un prêt, même pour ceux qui commencent par un prêt sur 25 ou 30 ans, 7-8 ans après, et bien, ils vont racheter autre chose, ils vont vendre, et voilà. Et donc, de fixer des règles sans tenir compte. Alors, le taux d'usure, ça a été je me demande comment, et là, c'est la Banque de France qui refuse d'appliquer, d'assouplir les conditions. On croit rêver, C'est-à-dire qu'on n'aura plus d'économie, voilà, mais ça, on respectera les critères. Ça, c'est formidable. Donc, Henri. Oui, Norbert, je t'en prie. Et puis ensuite, dans cette histoire de taux d'usure, on a l'impression que l'immobilier, on vole les gens, quoi. C'est le crédit à la consommation. À 2,60. Voilà, on va réguler le marché du crédit immobilier. S'il y a bien un marché où les banques sont concurrentielles, ne gagnent pas d'argent, et parce qu'en fait, elles gagnent un nouveau client et la rotation, comme le rappelle Christian, tous les 8 ans, c'est bien le crédit immobilier. Peut-être pas. On peut dire aussi qu'il n'y a pas de surendettement immobilier dans notre pays. Mais non. Non, et puis on prête à la personne et pas au bien, comme aux États-Unis. On prête à taux fixe et pas à taux réel. Enfin, on a une machine à faire du crédit immobilier formidable, extraordinaire. Et le génie français, c'est qu'on va réguler ce truc-là. Parce que dans l'idée de la Banque de France, il y aura une crise de l'immobilier. La crise va venir par l'immobilier. Donc, comme ils sont dans une idéologie, eh bien, pour que l'idéologie soit autoréalisatrice, eh bien, on va mettre une contrainte, on va bloquer l'accès de l'immobilier aux gens. Et les Français, ils s'enrichissent par l'immobilier. Enfin, ne pas faire le lien retraite, propriétaire, immobilier, crédit, enfin, on marche sur la tête, pour reprendre l'expression de Christian. Il y a un peu de b.a.-ba, et ça serait bien qu'on redescende à un niveau plus concret des Français qui ont besoin d'un logement. Comme si on allait limiter l'inflation par réduction du crédit. C'est n'importe quoi. Une question, Christian, sur ce que vous ne maîtrisez pas. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la pause normative. Tu as été très clair sur le sujet. Norbert partage ton avis incontestablement sur. Donc, on rappellera que vous êtes aujourd'hui sous le coup de la réglementation environnementale de 2020, mais qu'on parle déjà de la suivante. Donc, pause normative. Sur le coût des matériaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut anticiper? Une accalmie sur le front du coût des matériaux dans les mois qui viennent? Qu'est-ce que tu sais du sujet? C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, simplement, tant mieux si ça peut calmer le jeu à court terme. On peut
on peut dire que le problème, c'est que les coûts de production, mais qui ont été liés aussi au transport, à l'énergie, Oui, oui. c'est tout un tas de phénomènes, donc ont monté. Ça se recalme un petit peu, mais de toute façon, je veux dire, ce coût, il va exister. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que les entreprises vont passer d'un niveau élevé d'activité, ils ont remonté leur prix, les marchés vont s'arrêter, et bien on va avoir des dépôts de bilan d'entreprise. Et ça va être toute une filière qui va souffrir. Voilà, moi, je voudrais arrêter d'être négatif, mais malheureusement, c'est la prochaine étape si l'activité ne remarche pas. Voilà. Et si vous m'y autorisez, mon cher Oui, juste une question Henri, avant de te libérer, si je puis dire. Est-ce qu'il y a déjà des conséquences sociales dans ta filière, dans votre filière avec Norbert, hein, vous êtes commune, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà des licenciements, est-ce qu'il y a déjà un repli de voilure, voire des entreprises parmi tes confrères qui seraient fragilisées au point d'être inquiets sur le devenir de l'enseigne? non, pour l'instant, je veux dire, la profession fait face pour l'instant, mais nous, on n'est pas les premiers employeurs. Les employeurs, c'est les Au-dessus de entreprises. vous, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment. C'est à eux qu'il faut poser la question. Mais si nous, on baisse nos commandes et si on baisse nos productions, derrière, ça va forcément être difficile. Voilà. Donc, je dis, le problème, c'est pas de vivre avec 4% de taux d'intérêt. On était jusqu'en 2015, on était à ces taux-là. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il va falloir réadapter la machine et les conditions pour que, voilà, il y aura de la sobriété sur les prix aussi, bien sûr, mais je pense que nous, on le fera à partir du moment où on va remonter des opérations. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Mais on est bien d'accord, on ne veut pas faire. Et on est tourné vers l'innovation, on est tourné vers. Voilà, je pense que c'est une profession, notre profession. On nous a dit un jour il faut faire des logements sociaux, on a fait des logements sociaux. On nous dit il faut être autonome énergétiquement, eh ben, on trouve des solutions. Il faut utiliser du bois, eh ben, voilà, on bas carbone. Mais tous les jours, on nous demande dans nos métiers une évolution, n'est-ce pas, Norbert? Je confirme. Norbert confirme ça. Je rappelle que vous êtes tous les deux des professionnels, même si vous avez un engagement pour votre profession. Alors, l'heure a tourné. Je voudrais, à ma manière, et ensuite Benjamin le fera incontestablement, mais vous remercier tous les deux. Vous êtes encore avec nous. On n'avait pas compté votre temps. Remercier aussi Sandra Marceau, la députée. Elle a fait preuve de beaucoup de franchise. Elle fait partie de ceux qui écoutent la filière et vos professions, et Catherine Sabat, qui est aussi très engagée. Alors, elle peut avoir des positions différentes des vôtres, mais en tout état de cause, elle a une attention et une compétence à votre activité et à la satisfaction en logement des ménages. Merci à tous les quatre de votre grande franchise. Benjamin, le mot de la fin et la date de la prochaine réunion, parce qu'en général, c'est toi qui le fais, c'est toi qui nous la donne. Merci Henri, merci à tous. Je vais commencer par la date de la prochaine réunion qui est le 16 mai. On vous attend encore une fois nombreux, on vous annoncera le thème très prochainement. Moi Henri, je pense que après tout ce qu'on a écouté, on ne peut pas opposer les investisseurs institutionnels aux investisseurs privés. Dans un marché, il faut de tout. Et surtout dans un marché en crise, il y a de moins en moins d'investisseurs tout court. Donc, je trouve que l'opposition n'est pas justifiée et je pense que ce serait dégrader le marché lui-même que de vouloir se séparer de l'un ou l'autre. Et enfin, juste une chose, on a passé notre temps à dégrader les dispositifs d'aide à l'investissement immobilier et là, on en paye un peu les conséquences. Donc, aujourd'hui, plus personne ne fait de Pinel. En tout cas,
ce qu'on faisait, nous, dans nos petites agences, on les vendait, ben, on ne les vend plus parce que c'est trop compliqué. Voilà. Donc, je voulais juste passer ce message et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci, bonsoir. Allez, bonne soirée. Et l'apéritif, chacun chez soi. Hélas.